que tout le monde le voit? C'est bon? OK. Oui, oui. Alors, on y va. Donc, c'est un webinaire qui est extrait de journées de formation professionnelle sur la ludopédagogie et sur la conception des jeux. Le premier que je vous présente, c'est un jeu pour débattre parce qu'on a toujours des sujets qui font un peu polémique dans nos formations. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir le point de vue des stagiaires et surtout de leur apprendre à donner leur avis et à le confronter aux autres et à argumenter ce qu'ils pensent. Donc, voilà, ça s'appelle le jeu des 4 coins. Moi, je l'anime en formation de formateur. Là, les exemples des jeux pédagogiques que je vais vous présenter, c'est ceux que j'anime en formation de formateur FPA. Donc, c'est aussi pour que vous compreniez ce qu'on donne en termes de contenu théorique, comment je l'adapte pour mes activités ludiques. Donc, ça s'appelle le jeu des 4 coins. Vous voyez bien là? Oui. Oui, très bien, merci. OK. Alors, vous avez 4 affiches. Donc, je suis tout à fait d'accord, je suis d'accord, mais je suis d'accord si, à condition que, avec telle ou telle condition. D'accord, mais c'est avec tel ou tel argument. Et je ne suis pas d'accord du tout. Vous avez 4 affiches à afficher dans la salle, aux 4 coins de la salle. Donc, j'en mets une, le coin à gauche, à droite, de l'autre côté et de l'autre côté. C'est un jeu qui est intéressant pour les faire bouger après le repas. Souvent, je le fais à 13h30 pour que le groupe soit debout et pour éviter le coup de barre. Donc, je lance un sujet pour voir ce qu'ils en pensent. Donc là, en formation de formateur, justement, je les fais réfléchir sur la pédagogie ludique en formation d'adultes. Est-ce qu'on peut apprendre par le biais de jeux? Est-ce qu'ils trouvent ça intéressant? Est-ce que tous les contenus théoriques sont adaptables? Donc, vous lancez votre sujet général pour ou contre une pédagogie ludique en formation d'adulte. Votre groupe est debout au milieu de la salle et vous leur demandez de se mettre devant chaque argument, chaque affirmation qui correspond à ce que le stagiaire pense. Est-ce qu'il est d'accord avec la pédagogie ludique? Est-ce qu'il est d'accord à condition qu'il y ait telle ou telle chose qui soit mise en place? Je suis d'accord, mais ça et ça ne marche pas. Ou je ne suis pas d'accord du tout pour apprendre en jouant. Ensuite, vous avez plusieurs options. Dans les techniques ludiques, on a toujours plusieurs variantes. Soit c'est un petit groupe et chaque apprenant peut prendre la parole et peut argumenter en fonction de ce qu'il souhaite dire aux autres. Ou alors, si c'est un grand groupe et que, par exemple, vous voyez qu'il y a 7 stagiaires devant la même affiche, vous leur demandez de se mettre d'accord, de rédiger sur une fiche de paperboard les mots-clés ou la synthèse de leurs arguments. Et chaque petit groupe présente sa fiche à la fin. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez des questions? Donc ça, c'est une activité que je lance 30 minutes sur les petits groupes, juste pour échanger en début de cours. Et je peux aller jusqu'à 3/4 d'heure, 1 heure, si vraiment je leur fais faire un récapitulatif de chaque groupe. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la méthode? La mise en place, l'organisation, etc., etc. Pas de questions? OK. Alors, on va passer, du coup, à chaque fois que je présente un jeu, donc ça s'appelle le jeu des 4 coins, pour débattre.
à chaque fois que je vais présenter un jeu, je vais vous proposer de l'adapter à vos secteurs et de voir sur quoi on pourrait débattre par rapport à tous vos secteurs professionnels. Alors, est-ce que vous auriez un exemple de sujet à donner, à débattre sur vos contenus théoriques? Ok, on peut prendre peut-être une ou deux personnes qui veulent bien présenter leur secteur d'activité, éventuellement se rendre disponible pour travailler là-dessus. Alors, par exemple… Moi, je veux bien poser une question. Je suis sur un secteur, c'est Katia, hein. Je suis sur Oui. un secteur, un domaine assez barbant et pas Ouais. sexy du tout qui s'appelle les marchés publics. Je sais que je vais faire l'unanimité. Alors, pour ou contre les appels d'offres? Pour Non, aujourd'hui, j'ai une approche très pratico-pratique. Mon public, c'est essentiellement des opérateurs économiques, donc on va dire des entreprises. Je ne suis pas à destination des acheteurs. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive à faire quelque chose qui, a priori, fonctionne bien parce que je ne suis pas sur une approche réglementaire, mais je suis vraiment sur une approche très pragmatique. Et je serais assez curieuse de savoir comment, parce que ce n'est vraiment pas un sujet sexy, de voir si en effet ce genre de jeu ou d'autres pourrait être intégré dans un domaine qui est barbant déjà à la base, quoi. Voilà. Alors, le jeu des quatre coins, franchement, je vous invite à essayer de l'animer parce que vraiment, il marche très bien auprès des stagiaires. Moi, j'ai un très bon retour, hein. Je l'utilise pour plein de sujets. Par exemple, sur les formations management en entreprise, je les fais réfléchir sur pour ou contre un management participatif. Ok. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'autorité pour travailler? Est-ce qu'on a besoin d'être dans de la répression, dans des sanctions? Est-ce que voilà, un management participatif n'est pas peut-être des fois plus intéressant pour certains salariés Okay. de travailler comme ça? Est-ce que ça nécessite, pour avoir une vraie portée derrière, qu'on soit quand même à une trentaine de minutes de débat autour de ça, ou est-ce que ça peut être, par exemple, des réponses courtes qui pourraient déboucher sur autre chose derrière? Je ne sais pas. Oui, moi, j'ai un vrai problème de timing, en fait. Vous pouvez leur demander, par exemple, leurs arguments en une phrase. OK. Et là, vous rythmez. Quand vous animez des méthodes pédagogiques, il faut donner des contraintes pour rythmer les jeux. OK, super. Merci. De rien. Alors, du coup, Katia, qu'est-ce que tu peux lancer comme sujet sur les marchés publics? Alors, est-ce que, par exemple, répondre à un appel d'offres, c'est pour moi en tant qu'entreprise, hein? Ouais. Est-ce que les entreprises peuvent répondre à des appels d'offres? Oui, par rapport à sa structuration, à sa taille, à son domaine d'activité. Ouais. Et moi, je le fais déjà, mais pas de cette manière-là. Mais je pose déjà cette question. Les appels d'offres aussi, je trouve que des fois, c'est un peu à la tête du client, hein, surtout sur Marseille, par exemple, où c'est toujours les mêmes qui sont financés. En fait, c'est toujours les mêmes si vous leur laissez la place. Voilà. Et donc, est-ce que, par exemple, l'appel d'offres est un système, est-ce que vous trouvez c'est un système juste ou un système qui donne la place à tout le monde? Est-ce que c'est accessible? OK. Alors, d'autres qui veulent lancer un sujet pour le jeu des quatre coins? Donc, sur l'insertion, par exemple, Olivier, vas-y. Non, moi, je ne parlerai pas de l'insertion. Une vieille idée, là, je forme des chargés de promotion marketing sportif. Et par rapport à ce jeu des quatre coins, ce que je vois, c'est tous les vendeurs, tous les commerciaux que je forme. Pour vendre, il faut qu'ils fassent une remise. Et il y a quelqu'un qui est connu, Jean-Pascal Mollet, je ne sais pas si le groupe le connaît, et souvent, il lance des discussions à la cantonade, comme ça. Et est-ce que négocier, c'est vendre? Enfin, voilà, des choses comme ça. Et ce que je vois, c'est que tous les commerciaux, à chaque fois, ils font une remise.
Mais ce n'est pas ça à vendre. Et je voyais au niveau des 4 coins, faut-il vendre à tout prix, remiser, ou est-ce qu'il faut être capable de ne pas vendre du tout? Voilà. C'est mon expérience qui parle, hein. Attention. Ouais. Et ce qui est, pour rebondir sur l'appel d'offres, je me rappelle un de mes patrons qui avait presque rien gagné, mais moi je suis de Lyon, donc pareil, les connivences, les copinages, voilà, sur toutes les villes, c'est fait à la campagne de partout, hein. C'est pas normal, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que cet appel d'offres, lui, il l'avait gagné. Léon Bérard, pour ceux qui connaissent, c'est un grand hôpital où il y a beaucoup d'enfants malades, des gens qui ont cancer, malheureusement. Et il a été prêt à gagner cet appel d'offres. Il l'a gagné juste pour la renommer aussi. Donc, l'appel d'offres, pour moi, dans mes secteurs d'activité où j'étais, il n'y en avait pas. Ou alors, c'était lorsque j'étais dans l'alimentaire et c'était des prix marchés où c'était catastrophique, quoi. On faisait du volume. Donc, effectivement, ce n'est pas sexy, mais comme la comptabilité ne peut être sexy pour certaines personnes, il faut essayer de trouver, d'expliquer qu'effectivement, l'appel d'offres. Après, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Et quand on l'ombre, c'est pareil pour nous, hein, quand on répond à des OF, c'est un gros travail et nous ne sommes pas sûrs de gagner. Mais bon, je dirais que si on veut perdre, carrément, on baisse les bras, quoi. Donc, il y a toujours un moment où il y a le décisionnaire qui change, quoi. Merci pour l'exemple donné sur les débats dans le commerce. Notez vos exemples au fur et à mesure, hein, ça va vous donner d'autres idées à terme. Donc, je disais dans l'insertion, en fait, je lance des sujets aussi, des débats sur pour ou contre les réseaux sociaux pour chercher du travail. Et il faut essayer de trouver des sujets assez larges, en fait, hein, que chaque stagiaire puisse argumenter. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent essayer de voir si on peut les aider à trouver un exemple dans leur secteur d'activité? Moi, je pense que j'ai un exemple qui est commun à tout le monde. C'est Calliope. Vas-y. Est-ce que la certification… Est-ce que la certification est une contrainte, un levier de progrès, un outil de pilotage ou purement une étape à passer? Voilà. Alors, il faut essayer de donner un sujet avec un seul choix, hein, sinon ils vont… D'accord. Donc, en fait, quand tu dis… Pardon, quand vous dites un seul choix… Soyez Katia. Ouais, moi, je suis du Sud aussi. Ouais. Est-ce que ça veut dire que les 4 questions, c'est forcément je suis d'accord, pas tout à fait d'accord, pas, ou on peut mettre d'autres types de questions dans les 4 coins, justement, pas dans d'autres affirmations, pardon. Non, il faut que ce soit une affirmation générale. D'accord. Et que le groupe puisse se positionner sur les 4 arguments. Okay. Alors, des fois, on laisse que 2 affiches. C'est-à-dire que le principe des jeux, c'est de les adapter, hein, de les adapter en fonction de vos retours. Surtout, gardez pas des jeux figés. On les refait tout le temps. Je les adapte, hein, à l'effectif, au timing, au niveau du groupe. Je les adapte tout le temps. Et des fois, par exemple, sur des publics en difficulté, c'est difficile pour eux d'argumenter avec des conditions. Donc, je laisse, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Et je fais que 2 groupes dans la salle. Okay. Pour argumenter avec des conditions et des arguments, il faut un public avec un vocabulaire… voilà. Simplifier le débat pour les publics en difficulté. Un autre sujet, mais c'est vrai que sur les FPA, les fait réfléchir à Calliope. Par exemple, Calliope, moi, je trouve c'est super, hein, sur les procédures administratives. Mais au niveau pédagogique, sincèrement, on pourrait faire n'importe quoi dans une salle avec les stagiaires. Personne ne verrait rien à partir du moment où tu as rendu ta feuille de présence, quoi. Ce n'est pas l'objectif de Calliope. L'objectif est un audit de processus. Tout à fait. C'est un audit de fond. Voilà. Mais ça y viendra, je pense, que c'est le trou dans la raquette. Donc, ça y viendra. Oui, voilà. Est-ce que c'est normal qu'on ne soit jamais contrôlé? Par exemple, à l'Éducation nationale, ils sont contrôlés dans leur classe régulièrement. Nous, vous avez déjà vu un inspecteur?
Voilà. Alors, d'autres sujets? Donc, sur la prévention, par exemple, pour intervenir aussi sur la prévention risques psychosociaux dans les entreprises, est-ce que cette formation, moi je demande, a fait évoluer les mentalités? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour baisser les accidents de travail dans les entreprises? Là, en deux sujets différents. Hein. Alors, qui a levé la main? Je ne vois pas les noms. Ouais, c'est moi, du coup, c'est Aurélien, du coup, qui suis dans la prévention. Du coup, en sujet intéressant, c'est que je suis parfois amené à monter en compétence des futurs animateurs prévention. Un des exemples qu'on pourrait adapter, du coup, dans ce jeu des 4 coins, c'est est-ce que fédérer autour de la sécurité au travail, c'est uniquement l'affaire du responsable QSE, par exemple? C'est une des idées que j'avais. C'est top. Est-ce qu'il y a des dernières questions avant qu'on passe au jeu suivant? Ou quelqu'un qui veut… J'ai une question de Sandrine qui a mis dans les commentaires. Est-ce que ça peut être l'introduction à un sujet? Je ne sais pas si tu as répondu ou pas. Oui, moi, je le fais en début, par exemple, en formation de formateur. Je le fais au début de ma formation de formateur pour les faire réfléchir à cette pédagogie ludique. Très bien, merci. C'est comme ça que j'introduis la pédagogie active et que j'introduis la ludopédagogie. Ok, super. Une question, Aurélia, si tu permets. Est-ce que tu peux revenir, parce que je suis FPA, un vieil FPA maintenant, mais je trouve que c'est super intéressant. Savoir, allez, la méthode active, vous en pensez quoi? Parce que quand tu arrives en formation, tout le monde t'en parle, mais moi, ma formatrice a été incapable de le faire puisqu'elle nous formait, très bien formés, certes, mais c'était le cul sur une chaise et il n'y avait pas de méthode active. C'était un peu… Après, elle était très littéraire, donc je la remercie, elle nous a bien formés, mais la méthode active, elle est difficile à transmettre quand on ne la voit pas. Donc, c'est des bouquins, c'est des collègues comme Michel comme toi, et autres. Est-ce que ton 4 coins, est-ce qu'on peut le faire revenir? C'est-à-dire qu'en début de séance, enfin, en début de module 1, FPA, CCP 1, tu fais ton 4 coins, et est-ce que la fin, on peut revenir avec pour dire, effectivement, la méthode active, je bannis le magistral, quoi. Oui, tout à fait. En FPA, ce qui est important, c'est de leur faire réfléchir, c'est-à-dire de les mettre en position méta, en double casquette. Est-ce que pour vous, ça va être important en tant que stagiaire d'être formé comme ça, de devoir participer, de pouvoir participer? Est-ce que ça vous fait mémoriser mieux? Et après, est-ce que vous trouvez ça intéressant de le mettre en place? Et comment le mettre en place une fois que vous serez formateur? Mais je dirais cette méthode, en fait, c'est une méthode de jeu pédagogique que vous pouvez adapter à tous vos sujets. Mais elle est nécessaire parce que pour connaître pas mal de formateurs, c'est normal, c'est mon microcosme, et ben, ceux qui font que des PowerPoint de 30 pages, ben, ils sont morts. Je suis désolé. Non, la preuve, ta formatrice, elle travaille encore. Et non, parce qu'elle ne fait pas de PowerPoint. Oui, mais FPA, c'est spécial. Il y a une construction, il y a une déconstruction. Non, je ne pense pas que ce soit spécial. Je pense qu'en France, c'est très français, hein, la pédagogie magistrale. Hein. Voilà, ça, nous, on a une pédagogie qui arrive des curés quand même et des églises, hein, parce qu'à la base, c'était eux. Et ils prêchaient la bonne parole. Et ben nous, en France, en éducation nationale, comme c'est très compliqué de se former en pédagogie active, puis surtout, ça demande plus de temps et ça demande plus d'énergie. Mais c'est possible. Moi, je me suis formée au jeu de rôle, au travail de groupe, aux études de cas, au fil conducteur, au jeu d'enquête, à la pédagogie de projet, voilà, vraiment de la pratique, quoi, et des jeux. Je dirais que c'est aussi, comme tu dis, ils ne vérifient pas, il n'y a pas d'inspecteur. Après, ils nous forment très bien devant un groupe, nous n'étions pas perdus. Mais c'est vrai que de lire des Piaget et compagnie qui sont un petit peu plein de poussière, qui est bien, c'est à la base, mais par contre, elle nous a quand même donné des ressources au niveau, parce que je ne veux pas cracher dessus, elle m'a très bien formé. Et c'est surtout en fait la pédagogie qui vient d'Amérique du Nord, du Canada. Mais là, en France, on freine des cas de fer, quoi. Il y a une espèce de protectionnisme magistral et voilà. Mais oui, formez-vous parce que vraiment, moi, j'ai eu un avant et un après dans mes groupes pour mes animations sur la motivation des stagiaires.
sur la participation des stagiaires, en fait, j'ai arrêté de ramer et je trouve que c'est beaucoup plus sympa à préparer déjà. C'est plus sympa à animer et puis j'ai de meilleurs retours, quoi. J'ai des retours à 80%. J'interviens comme ça, moi, 6 heures sur 7. Ouais. Et sur tous mes sujets, hein, je fais très peu de théorie. En fait, le confinement, merci, ça nous a montré ça, que la théorie, on pouvait la lire à la maison et qu'on n'avait pas besoin d'être en présentiel pour acquérir tout ce qui est théorique. Et là, cette année, ils s'en sont rendus compte. Après, la méthode... Aujourd'hui, en fait, quand moi, je râle maintenant quand je suis stagiaire et que je vais en formation et que c'est de la pédagogie magistrale, ben, je râle. Je fais un mauvais retour. Il faut oser dire les choses, en fait. On a besoin de faire. Bah, oui, moi, c'est ce qu'on m'a appris. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude. Moi, je vois dans la vente, je leur ai fait faire, par exemple, des recherches. Tu parlais tout à l'heure sur LinkedIn pendant une demi-journée. Ils n'ont pas compris. Et mon client m'a dit, non, mais en fait, il leur faut des PowerPoint, des textes, tout ça. OK, pas de souci. Je donne. Mais je ne suis pas prof, quoi. C'est un autre métier. C'est un autre métier. C'est ça. C'est différent, mais bon. Alors, le jeu suivant, ça s'appelle le Time's Up. Donc là, c'est un jeu de cartes qui se passe en 3 manches. Je vais vous montrer un exemple sur la formation de formateurs et puis après, on l'adaptera à vos secteurs. Alors, vous faites 20 étiquettes à peu près. Hein. Des fois, j'en fais 10, des fois, j'en fais 15, des fois, j'en fais 20. Alors, je vous laisse lire les étiquettes sur le Time's Up de la formation de formateurs. Ben justement, c'est toutes les méthodes pédagogiques qu'on peut utiliser sur la pédagogie active. Donc, une méthode inductive, des présentations croisées, des jeux de rôle, des études de cas, un mur de post-it, du travail de groupe, etc. Et j'ai laissé aussi la pédagogie descendante et les apports théoriques. Alors, comment on joue à ce jeu? Donc, j'ai ma vingtaine d'étiquettes dans la main. Je les ai imprimées et pour pouvoir les garder, je les ai plastifiées. Donc, j'ai toutes mes étiquettes comme ça et j'ai tous mes stagiaires autour de moi. Souvent, pour que ce soit plus convivial, j'enlève les tables et je laisse juste les chaises. Pareil, souvent, je le fais après le repas. Parce que ça évite le coup de barre et puis c'est sympa à animer. Donc, le but étant qu'ils connaissent ce vocabulaire, ce jargon un peu technique, un peu professionnel, qu'on entend beaucoup dans nos métiers de formateurs, mais qu'on ne connaît pas forcément avant d'être formateur. Et le but, c'est qu'ils mémorisent toutes ces méthodes pédagogiques. Donc, je fais passer ma première étiquette, mon premier mot-clé à mon premier stagiaire. Il regarde l'étiquette et il doit faire deviner le mot à tout le groupe. Il dit ce qu'il veut et il a autant de temps qu'il veut. Il se débrouille comme il veut, mais il doit faire deviner ce mot-clé. Une fois que le groupe a deviné le mot-clé, vous injectez votre contenu théorique. Donc, par exemple, le premier mot-clé qui est deviné, on va dire que c'est la mise en situation d'animation. Et là, je réponds, donc j'explique ce que c'est. Vous pouvez donner une définition. Par exemple, je donne la définition de ce que c'est concrètement qu'une mise en situation d'animation. Et comment on l'utilise quand on est formateur. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme mise en situation d'animation? Pareil, je fais un tour des différents secteurs professionnels. Donner 2-3 exemples sur les mises en situation d'animation. Donc, sur vos mots-clés, vous leur demandez une définition, à quoi ils servent et un exemple par rapport à ce mot-clé. Et vous répondez aux questions des stagiaires. Ensuite, vous donnez le deuxième mot, la deuxième étiquette
au deuxième stagiaire. Le deuxième stagiaire fait deviner à tout le groupe et vous donnez votre cours théorique. Troisième mot-clé, vous donnez au troisième stagiaire. Le troisième stagiaire fait deviner à tout le groupe et vous donnez votre contenu théorique. Et comme ça, vous finissez votre vingtaine de mots-clés. La première manche est finie. Ils ont vu tous ces mots-clés. Donc, moi, ça m'a injecté tout le vocabulaire qu'ils ont à acquérir pour ce métier. Et si vous êtes FPA, vous savez qu'il y a un dossier écrit à remplir. Tout ce qui peut être montré dans un dossier écrit comme méthode pédagogique. Ensuite, on fait une deuxième manche. Ah merde. Oui? Juste, pardon, redire. Ils ne connaissent pas du tout les définitions? Non, pas du tout. C'est une découverte de vocabulaire. Et alors, comment ils peuvent faire deviner alors sans connaître? C'est là où ils doivent… Alors, quand on joue au Time's Up, en fait, sur le Time's Up, c'est souvent des personnages célèbres, par exemple, politiques, des historiens, des auteurs. Tu ne connais pas tout le monde. Ouais. Parce que tu dois avoir, je ne sais pas, une centaine de cartes. Donc, il y en a que tu connais ou tu fais deviner hyper facilement et d'autres que tu ne connais pas. Donc, tu utilises le système des rébus, des syllabes, des analogies où tu trouves quelqu'un, un autre personnage qui a le même prénom, ou tu vois. Ok. Voilà. Merci bien. Tu te débrouilles comme tu veux, mais on fait une deuxième manche avec des mimes. Donc, vous redonnez tous les mots-clés, un par un. Et là, ils doivent les mimer. Comme dans la première manche, vous avez utilisé une gestuelle. La gestuelle, ils vont s'en servir dans la deuxième manche. Par exemple, en pédagogie descendante, souvent, on imite un prof au tableau, en fait. Ils comprennent vite que c'est le prof et qu'ils sont en train d'expliquer un cours et donc que c'est de la pédagogie descendante. Sur le travail de groupe, par exemple, ils vont mimer des petits groupes avec des tables. Voilà, ils disent 3 tables, on comprend vite que c'est du travail de groupe. Mur des post-it, pareil, ils miment les post-it comme ça. Vous voyez, et que ça fait un mur de post-it en fait. Donc, la deuxième manche, c'est en mime. Donc là, elle est plus rapide. Et pour les FPA, c'est ce qu'on appelle une technique d'ancrage. Ça leur permet de mémoriser une deuxième fois sur un deuxième tour de table tous les mots-clés. Et alors, troisième manche, attention, là, elle doit être hyper rapide. Pour chaque étiquette, ils ont le droit qu'à un seul mot-clé pour faire deviner le terme à tout le groupe. Par exemple, ils tombent sur l'étiquette pédagogie descendante, ils ont juste le droit de dire prof et les autres répondent pédagogie descendante. Donc, pareil, c'est un jeu que j'adapte à d'autres secteurs. Par exemple, sur la posture professionnelle dans l'insertion, vous pouvez mettre tous les mots-clés de ce qu'on attend d'une posture professionnelle ou tous les éléments clés de sa capacité à trouver du travail. Donc ça, c'est pareil, c'est adaptable. C'est des jeux qui sont adaptables dans tous les secteurs et sur tous les contenus théoriques. Alors, comment vous faites? Vous prenez votre contenu théorique, je ne sais pas, qui fait 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages. Stabilo, et avec un stabilo, vous surlignez tous les mots-clés que vous voulez qu'ils mémorisent, tous les mots-clés qui vont être importants issus de ce contenu théorique, et vous faites des étiquettes, vous remplissez vos étiquettes et vous les faites jouer avec. La variante que je donne, c'est que quand je l'ai animé une première fois, surtout pour les FPA par exemple,
ceux qui sont en formation FPA, servez-vous-en, c'est génial. Je leur demande d'en animer un dans leur secteur. Déjà parce que ça va vite à préparer. Donc, le soir, vous leur dites, vous prenez un contenu théorique dans ton secteur professionnel. Je ne sais pas, moi, là, j'en ai eu un dernier qui voulait devenir formateur paysagiste dans les espaces verts. Tu prends un contenu théorique, tu extrais 20 mots-clés et demain, tu l'animes. Et en fait, ça leur fait une petite activité, ça les met en scène. C'est une mise en situation d'animation qui est géniale. Pour les FPA, ça leur fait animer une activité ludique dans leur secteur professionnel. Et je leur demande d'en créer un chacun. Moi, j'anime le premier et après, ils animent les autres. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vais vous donner la règle du jeu et je vais vous donner les étiquettes vierges. Comme ça, vous n'avez plus qu'à remplir. Alors, qui veut… Je vais vous proposer de jouer. Donc, on va lancer un contenu théorique de l'un d'entre vous. Alors, j'ai des questions reliées avant, si tu veux bien. Vas-y. J'ai Valérie qui demande s'il est possible de développer l'exemple de capacité à trouver un travail. Alors, on va l'aider du coup à développer les mots-clés capacité à trouver un travail. Mettez les mots-clés qui vous viennent à l'esprit. D'après vous, quelles sont les compétences pour trouver un travail, les capacités? On va les mettre dans les mots-clés et comme ça va lui faire des exemples pour son Time's Up. D'accord, donc soit… moi, je dirais par exemple la ponctualité, savoir anticiper ses temps de transport. Donc ça, en un mot-clé, je ne sais pas trop comment dire, mais ponctualité, c'est facile, mais l'implication. Après, vous les faites parler. Qu'est-ce que c'est l'implication au travail? Jusqu'où on va? Qu'est-ce que ça fait de travailler avec un collègue qui n'est pas impliqué? Vous voyez ce que vous suscitez le débat, en fait. Hein. Pour les temps de transport, c'est… La notion de mobilité, du coup. Oui, voilà, la notion de mobilité, exactement. Est-ce que vous avez d'autres mots-clés pour les capacités à trouver du travail? Utilisez les réseaux sociaux, d'ailleurs. Oui, donc on a Olivier qui met le réseau, Sandrine, réseaux sociaux. La posture pour Olivier. L'entraide. Par exemple. Le rapport à la hiérarchie. Le CV, Muriel, pose en point d'interrogation. Est-ce que le CV… La capacité à respecter un cadre, une réglementation, des procédures. Donc, ça revient au rapport à la hiérarchie, mais vous pouvez mettre en plusieurs étiquettes. On a Olivier qui met le dress code, Aurélien qui met CV, entretien, mobilité, motivation, enjeu, parcours pro. Voilà, je crois que tu as ton Time's Up là. Voilà, Sandrine qui met… Ça va? Un autre? Ouais, sens au travail, association type le pli. Bien se connaître pour bien se présenter. L'estime de soi, la gestion des émotions. Oui, Sylvie qui met RH. Olivier, le vocabulaire. Donc, en RH, par exemple, tu pourrais faire un Time's Up sur les lois. Toutes les lois RH, parce qu'elles ont des termes bien particuliers, bien chiantes à mémoriser. Ou alors sur, pareil, tous les items qui correspondent à ces procédures, qu'est-ce qu'on doit retenir par procédure. Sur le plan de formation, par exemple, ou sur la reconversion professionnelle. Si vous intervenez sur les FPA, sur les outils numériques, c'est sympa de créer un Time's Up sur tous les outils numériques qui existent. Et comme ça, vous les expliquez au fur et à mesure. C'est par exemple les quiz, Kahoot. Je
je trouve que c'est une bonne entrée en matière sur l'intégration des outils numériques en FPA. Alors, vous pouvez le faire sur la posture du formateur aussi. Qu'est-ce qu'on demande à un formateur? L'exemplarité, la ponctualité, la bienveillance. Qu'est-ce qu'il y a donc sur le commerce? Vous pouvez faire la posture du bon vendeur ou alors tous les mots-clés liés à une technique de commerciale ou une technique de prospection. Prévention des risques, pareil, de faire le Time's Up des risques. Tous les risques qui existent en entreprise. C'est une bonne entrée en matière. Vous pouvez laisser que 10 étiquettes, par exemple. Et la variante de ce jeu, c'est de leur faire créer. Vous lancez, vous mettez votre contenu théorique au tableau, le sujet. Et ça peut être une bonne évaluation, par exemple, en fin de formation. Vous leur donnez une étiquette chacun, vierge. Et c'est à eux de mettre le mot-clé qu'ils ont retenu sur ce cours. Et après, vous les faites jouer avec et vous vérifiez qu'ils aient bien les définitions. Donc ça, c'est la variante à adapter sur ce jeu. En fin de formation, vous pouvez le faire en début de formation pour qu'ils découvrent le vocabulaire. Et en fin de formation, est-ce qu'ils ont acquis ce vocabulaire? Est-ce que vous avez des questions sur ces deux variantes? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas quoi faire comme Time's Up? En CIP, CIP, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est conseiller d'insertion professionnelle. Vous pouvez faire la posture du CIP. Et par exemple, le Time's Up de l'accompagnement, tout ce qu'on demande dans un accompagnement individuel. Voilà, les marchés publics, pareil, hein, vous pouvez faire un mot-clé, 20 mots-clés sur ce que c'est que des marchés publics, les avantages, les inconvénients, etc. Comme ça, vous en discutez tout de suite autour du jeu. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le Time's Up? Ça va? Très bien. On passe? Oui. OK. Alors, donc l'activité ludique que j'utilise beaucoup, c'est les cubes. Donc, vous avez plein de sortes de cubes. Vous tapez matrice. Alors, des fois, vous mettez cube, des fois, vous mettez D vierge sur Google. Il y en a plein, il y en a des tonnes. Moi, je vais vous donner une matrice avec celui que j'ai fait pour les FPA. Donc, vous voyez, chaque face représente un élément à expliquer. Donc, ça, c'est sur le métier de formateur. Donc, par exemple, s'ils tombent sur lister les documents obligatoires en formation, ils doivent me dire la feuille de présence, une convocation, l'attestation de formation, voilà, me lister la dizaine de documents types qu'on utilise en formation professionnelle qui est obligatoire. Expliquer les résistances au changement, lister les techniques d'apprentissage, les méthodes d'évaluation, raconter une journée type de formation. Alors, pareil, je l'utilise soit en découverte, soit en évaluation pour voir ce qu'ils ont acquis. Et pareil, j'ai plusieurs variantes. Soit c'est des grands groupes, j'ai des groupes de 15, et dans ce cas-là, c'est chiant de jouer à 15, donc j'imprime 3 cubes et je fais 3 groupes de 5. Soit je leur donne le même cube et comme ça, ils sont sur les mêmes thématiques. Soit je fais 3 dés différents. Et comme ça, ça me fait des ateliers tournants. Donc, ils font 30 minutes sur une table. Ils changent de table, donc ils changent de dés, ils changent de thématique, ils voient une autre thématique. 3e thématique, 3e table.
troisième demi-heure. Donc, ça fait 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Vous avez votre heure 30 sur 3 thématiques différentes. Ça marche super bien. J'utilise le même système que sur le Time's Up, c'est-à-dire que des fois, je leur fais créer, surtout chez les FPA, je leur fais créer 3D sur leur secteur professionnel. Donc, ils prennent 3 contenus théoriques qu'ils doivent animer, ils font 3D différents, ils font 3 ateliers et je leur demande d'animer les 3 ateliers. Quand je n'ai pas trop de temps, qu'on est un peu charrette au niveau timing, je leur demande d'en animer qu'un seul sur 15-20 minutes. Mais c'est surtout pour vérifier leur capacité à donner une consigne, à s'expliquer, etc. Et ensuite, vous pouvez donner des dés vierges et c'est eux qui créent un dé par thématique. Est-ce que vous avez des questions? Oui, du coup, je me permets, j'ai une question sur le mode de déroulement, du coup. C'est-à-dire que s'il y a une des phases qui est déjà abordée, les apprenants réexpliquent à nous avec leurs mots ou ils rejouent? Alors là, c'est à toi de choisir. Ça, c'est des choix pédagogiques. Ouais. En fonction des niveaux, si je vois qu'il y en a qui sont encore un peu en difficulté, je leur demande de continuer d'expliquer parce que ça permet de reformuler autrement, ça permet de mémoriser pour ceux qui n'ont pas encore acquis. Tu sais, tu as toujours des stagiaires qui mettent plus de temps. Oui, tout à fait. Mais du coup, j'avais un exemple parce que parfois, on aborde en prévention les principes généraux de prévention. Et en fait, il y en a 9, quoi. Du coup, ça peut être donné un principe général de prévention et ça permet d'avoir plusieurs jeux, du coup, avec la phase qui retombe et d'autres angles à aborder, quoi. Mais effectivement, par exemple, quand c'est un cadre, quand c'est des managers que ça fait 3 fois qu'on vient de voir ce thème-là, je les autorise à passer. Oui, d'accord. OK. Et le joker, du coup, on met quoi derrière? J'ai plein de questions, vous voyez. Le joker, c'est à eux d'expliquer soit une question sur le contenu théorique qu'on est en train d'aborder, donc là, en l'occurrence, la posture du formateur. D'accord. Soit ça leur permet de passer. OK, donc c'est en fonction des règles qu'on définit avec eux, du coup. Ouais. D'accord. C'est pour ça que je dis que les jeux sont tous adaptables. Oui, et tout à fait. doivent tous, tout le temps, être adaptés. Ça dépend, ouais. Ça dépend vraiment de l'objectif qu'on cherche, finalement. C'est toujours pareil. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, soit ils peuvent poser une question en plus sur le dé. Pareil, au Time's Up, j'ai oublié, mais je leur donne un joker chacun. Ils ont le droit tous, pendant le jeu, de changer une fois d'étiquette. Si l'étiquette est trop dure, je la remets dans le paquet, je leur en donne une autre. Il ne faut pas les bloquer, en fait, hein, parce que le principe des techniques ludiques, c'est qu'il y ait de la bienveillance. Il ne faut pas que les stagiaires soient bloqués, ça reste un jeu. Donc, ça fait partie aussi des techniques de remédiation. Hein. C'est que si ce n'est pas lui qui trouve cette étiquette-là, eh ben, ça sera un autre stagiaire, ce n'est pas grave. Il faut relativiser. Hein. Est-ce que vous avez des exemples sur ce jeu, sur ce dé? Qu'est-ce que vous pouvez créer comme dé dans vos secteurs? Je me permets de réintervenir du coup, parce que j'ai un exemple. Sur la partie SST, on a une partie où on certifie les compétences. Donc c'est du secourisme hein, sur la capacité à intervenir. Et puis, on a un cadre de certification qui est plus global sur l'analyse des risques, la prévention associée et le cadre et le rôle du SST de l'entreprise. Du coup, ça peut être la façon pour moi d'aborder la partie cadre et rôle du SST en entreprise. Quoi. Exactement. Voilà, soit tu le fais en 3D si tu as beaucoup de compétences, soit vous en faites qu'un seul. Alors, évitez de les laisser à jouer sur un dé à 15, hein, parce que du coup, ils vont s'ennuyer. D'autres questions? Ça va, Hichem, tu arrives à suivre le chat? Parce que moi, je ne suis pas du tout. Oui, j'ai une question de Sandrine. Est-ce que c'est le groupe qui répond ou une seule personne? Alors, je laisse répondre la personne qui est tombée sur la face. D'accord. Dans la question.
Mais après, le groupe peut reformuler, peut donner des détails, peut réexpliquer, peut donner des exemples. D'accord, ok, super, merci à toi. Et surtout, aider si la personne n'arrive pas à répondre. J'ai une question. Vas-y, Corinne. Moi, j'ai des groupes de 25 personnes minimum, qui sont des étudiants. Donc, l'idée de faire 4 groupes avec le dé et d'alterner aux 5 groupes, ouais, tout à fait. Ouais, ou tu peux même faire 5 x 5. Moi, je ferais 5 groupes de 5. Mais pour le coup, comment après tu gères la synthèse? Parce que si tu donnes des dés sur des domaines différents, ouais. Donc chaque groupe va tourner, ça j'ai bien compris, mais au final, il faut bien que tu fasses une synthèse. Alors, le but, la synthèse, si c'est des dés différents, c'est pareil que sur le jeu des 4 coins. Je leur donne une affiche de paperboard et ils résument. Si tu as le temps, tu les fais passer à l'oral, tout le groupe à l'oral et chacun lit la fiche de paperboard et l'explique. Si tu n'as pas le temps, tu les affiches au mur. Et comme ça, ils ont la synthèse au tableau tout de suite, ou alors tu leur demandes de créer une slide, souvent je fais ça, une slide pour le lendemain par exemple, qui synthétise ce qui vient d'être dit pendant l'activité ludique. Ouais, ça va être un peu plus compliqué, mais faire une synthèse, quand même faire une synthèse sur le paperboard, ouais, pourquoi pas. Ouais. Ok, voilà, merci. moi je fais ça souvent. Et sinon, tu leur donnes les 5 mêmes dés et c'est toi qui fais la synthèse. D'accord. Je fais ça aussi, moi. C'est-à-dire que ça m'évite de faire un contenu théorique. Après la synthèse, mon contenu théorique, je le synthétise, je l'affiche au tableau. Ils n'ont qu'à 20 minutes, 10-20 minutes pour lire le contenu théorique au lieu d'avoir expliqué mon cours pendant 1h30, quoi. Donc, les contenus théoriques passent plus facilement, en fait. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'après un jeu pédagogique, on fait toujours un apport théorique. C'est-à-dire que soit c'est vous qui synthétisez, soit c'est eux. Mais pour une technique d'ancrage, ça doit être fait. Si on s'arrête que au jeu, ils n'ont pas l'impression d'apprendre. Voilà. Merci. Donc, soit je distribue un récapitulatif écrit en papier, soit je l'affiche, ou soit j'ai préparé un paperboard où c'est résumé. Mais en tout cas, il faut absolument un apport théorique à la fin de 20 minutes qui puisse poser les dernières questions, en fait. Allez-y, je vois qu'il y a des questions. Mais je n'ai pas vu qui avait levé la main. C'est moi, Olivier. Vas-y. Je voulais savoir, j'ai une collègue là qui était au Greta qui utilisait la carte mentale. Bon, je l'ai essayé sur un nouveau groupe. Je n'étais pas un aficionado de ça, mais je me remets en question, c'est normal. Le jour où je me remettrai plus en question, j'arrêterai ce métier. Pour ton jeu, est-ce qu'on peut leur faire une carte mentale? Parce que j'ai vu que c'est extrêmement long, en fait. Je me suis fait piéger moi-même. Et même ils procrastinent ou autre. Est-ce qu'on peut travailler là-dessus sur la carte mentale? C'est vrai qu'un récapitulatif sous forme de carte mentale, c'est génial. C'est super. Alors, attention aux cartes mentales. Là, je prends ma casquette de formatrice FPA. Il y a des stagiaires qui sont en difficulté pour créer des cartes mentales parce que ça leur demande d'avoir une logique que certains n'ont pas. Mais... Parce qu'une carte mentale, ça nous demande, à partir d'un sujet principal, de faire des liens très rapidement et d'avoir une certaine logique, d'avoir un cerveau qui fonctionne avec cette logique-là que tout le monde n'a pas. Je me suis fait piéger là-dessus et j'ai arrêté la carte mentale. Voilà. Ok, merci. Donc, moi, ce que je propose, je propose en fait, je leur laisse le choix du support récapitulatif, soit une carte mentale, soit des illustrations pour les stagiaires qui sont en difficulté, qui préfèrent dessiner. Des fois, par exemple, ils utilisent le sketchnoting maintenant. Comment ça s'appelle Le mind mapping? Non, ça, c'est la carte mentale. L'autre, design thinking. Ah oui, d'accord, ok. Ils font des dessins, en fait. Il y a des stagiaires qui sont hyper à l'aise et c'est très clair, donc moi, ça me va. Ou alors un récapitulatif écrit. Mais tu leur laisses le choix
Puis c'est intéressant, comme ça, il y a les 3. Surtout les FPA, c'est bien qu'on puisse changer de support. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est OK pour moi. OK. Alors, là, donc, je vous ai mis un dé vierge. Voilà, que vous pourrez remplir. OK, très bien. Est-ce qu'on aura un document qu'on pourra partager avec les formateurs qui sont là? Oui, je vous donne le PowerPoint. D'accord, excellent, super. Merci à toi, Aurélia. C'est fait pour. Alors, après, l'activité ludique que j'utilise qui marche très bien, c'est tout le monde connaît maintenant Élise Lucet et son cache investigation. Donc, vous avez juste ça à donner comme nom. Ils comprennent tout de suite de quoi vous parlez. C'est trop fort. Et vous leur dites, je vous donne un sujet et vous devez faire un cache investigation pour creuser le sujet. Alors, pareil, plusieurs variantes possibles. Soit vous donnez une enquête qui est toute faite, avec 5 ou 6 questions, par exemple sur la posture du formateur ou le métier de formateur. Mon enquête, elle est toute faite avec 10 questions, les différents statuts juridiques, au bout de combien de temps d'expertise on peut être formateur dans un domaine, raconter la journée type du formateur, etc., etc. Soit vous leur donnez une affiche vide comme il y a là affichée, et c'est à eux de créer leur enquête. Je pense qu'on n'a pas la bonne diapo, Aurélia. Ah merde! Vous n'êtes pas sur une enquête avec le sujet là? Pour ma part, je suis sur le D. On est sur le D qui se trouve à notre droite et on a un encart, préparer une enquête sur un sujet avec 6 questions. Et là, on est sur le jeu. Alors, attends. Ah oui, c'est ça, préparer une enquête avec 6 questions. Oui, c'est ça. Mais on a les 6. C'est bien là que tu devais t'arrêter sur ce… Oui. Oui, bah alors, OK, c'est OK. Ah, OK. Donc, vous leur donnez cette petite fiche, préparer une enquête sur un sujet, vous leur donnez un contenu théorique et à eux de préparer une enquête. Donc là, vous pouvez l'animer de plusieurs façons, votre enquête. Soit vous la faites en interne dans votre groupe, soit vous la faites en externe en leur demandant d'aller interroger d'autres professionnels à l'extérieur, au téléphone, par exemple, comme quand on répond sur le métier de formateur au téléphone. Moi, je dois faire ça à peu près tous les 15 jours. Donc, soit sur un métier, soit sur une posture, soit sur un diplôme, des compétences, etc. En interne, ça peut être bien, par exemple, comme jeu de brise-glace sur une première journée de formation, la première heure. Par exemple, sur des managers qui ne se connaissent pas. Je les fais interviewer les autres managers dans la salle pour avoir un peu les techniques de chacun. Un peu des exemples de comment ils animent des réunions, comment ils motivent leur équipe, comment ils délèguent leur travail, comment ils vérifient que c'est fait, comment ils accueillent un nouveau salarié, etc., etc. Donc, soit ils l'animent direct dans la salle, vous faites 2 groupes, les interviewés et les journalistes, et ensuite vous changez. Et ensuite, vous faites un apport théorique sur le sujet. Soit vous leur faites faire une enquête extérieure et ils vont interroger d'autres professionnels. Ça marche super bien. Le cache investigation de Élise Lucet, ça cartonne. Est-ce que vous avez des questions? Donc, alors, j'ai Elisa qui dit nuage de mots aussi intéressant. Et le cube, point d'interrogation. Dans cette version, point d'interrogation. Alors, le cube, c'est juste que là, j'en ai mis un vierge pour que vous puissiez créer les vôtres, parce que là, c'est celui du FPA. D'accord. Lisa, est-ce que c'était ce que tu attendais comme réponse?
Oui, c'est ça. En fait, sur le slide, il y avait les deux et je ne voyais pas ce que venait faire le cube dans… C'est parce que pardon, désolée, j'aurais dû faire 2 slides. Non, merci, d'accord, pas de souci. D'accord. Et donc Aurélien, donc ça répond aussi à la question d'Aurélien. C'était la même. Ça va pour l'enquête? OK. Alors, dernière technique que je vous propose d'utiliser, c'est le jeu du dé pour les évaluations de fin de journée. Des fois, je fais un tour de table et des fois, j'en ai marre de faire le tour de table. Donc, soit vous faites 3 groupes, soit vous les faites jouer en un groupe si c'est un petit groupe. Et ils évaluent la journée comme ça. S'ils tombent sur le 1, ils expliquent ce qu'ils ont préféré apprendre aujourd'hui. Sur le 2, ils résument votre journée de formation en quelques phrases. S'ils tombent sur le chiffre 3, ils résument le sujet que vous venez de traiter en une journée en une phrase, ce qu'ils ont retenu en une phrase. Et 4, 5, 6, c'est des jokers, vous leur demandez d'évaluer comme ils veulent. C'est une technique ludique qui change un peu pour l'évaluation et qui est sympa. Et la variante, c'est qu'au lieu de l'animer en fin de journée, vous le faites par exemple à midi et comme ça, vous évaluez votre matinée. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Il faut à peu près 10 secondes pour que éventuellement on puisse acter s'il y a question ou pas. Donc visiblement, pas de questions. Tout le monde a compris. OK. Donc ça, pareil, il faut l'imprimer et vous le coller. Vous voyez, ils ont mis les petits encarts pour mettre de la colle dessus. Et voilà, vous pouvez même leur faire créer les dés. Et là, je vous ai donné un jeu de loi. Donc, bon là, moi, je vous ai donné un exemple, mais vous verrez, il y a plein de matrices vierges aussi sur les jeux de loi sur Internet. Ça, c'est par exemple pour faire mémoriser un contenu comme de la législation, des normes, des procédures. Vous divisez votre contenu théorique sous forme de questions et vous mettez une case par question. Et ils doivent répondre. Donc, vous leur donnez un dé, pardon. Alors, pareil, essayez de ne pas dépasser 5 ou 6 autour du jeu de loi, sinon c'est trop long. Pour les FPA, par exemple, quand ils animent, je mets un groupe en observateur. J'en mets 6. Un formateur qui anime, 6 qui joue et 3, 4 qui évalue celui qui anime. Un groupe en observation, en fait, qui évalue. Et ça marche très bien. Qui fait un retour en termes de posture, ce qu'on a compris, est-ce que c'était rythmé, pas rythmé, la consigne bien donnée et tout. Et je leur demande de créer un jeu de loi dans chacun de leurs secteurs sur la législation ou les lois liées à leur secteur professionnel. Alors, la particularité de cette activité ludique, c'est que les questions doivent être indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que s'ils tombent sur la 4e case, il faut qu'ils puissent répondre à la 4e sans avoir forcément répondu à la case numéro 1, 2 et 3. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait travailler, que j'utilise cette matrice pour de la législation. C'est parce que si on parle de la 12e loi avant la première, ce n'est pas très grave, quoi. Voilà, ce n'est pas comme un jeu de piste où ça doit s'enchaîner. Et le jeu de loi, surtout, vous l'adaptez. C'est-à-dire que si vous n'avez que 10 questions, vous laissez 10 cases. Donc, je le coupe. Et comme il existe plein de matrices vierges, des fois, vous avez des jeux de loi où vous avez déjà 10 cases de créer pour éviter de… Voilà.
de reprendre celui-là. Ça se bouge. Reculer, avancer, rejoue. C'est des cases que vous pouvez bouger sur le PowerPoint. Donc, vous les mettez où ça vous arrange. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, la variante en fin de formation, je leur donne un jeu de loi vierge, un post-it chacun, je lance un sujet et chaque stagiaire écrit une question sur un post-it et le met sur les cases. Donc, comme ça, ils créent leur jeu de loi et ils font jouer les autres. Pardon Aurélia, tu veux bien répéter? Je suis désolée. Tu leur donnes le jeu de loi vierge. Oui. Tu donnes un post-it par stagiaire en fin de formation avec un sujet et tu leur demandes que chaque stagiaire écrive une question sur le cours, sur ton contenu théorique, une question qu'ils ont envie de demander aux autres sur ce cours-là. Et avec toutes les questions, tu crées ton jeu de loi. Comme ça, ce n'est pas tes questions à toi, c'est les questions des stagiaires. Donc, des fois, c'est formulé autrement. Des fois, c'est des questions auxquelles toi, tu n'aurais pas pensé. Voilà. Et puis, c'est une variante. Eux, ils aiment bien créer leur activité ludique. C'est sympa. Et pour les FPA, je leur demande d'en créer un dans leur secteur. Aurélien? Ouais, du coup, je me permets d'intervenir parce que moi, j'y vois un intérêt, toujours dans le lien des animateurs prévention que je suis amené à former, où ça peut leur permettre, du coup, à leur niveau, d'animer, par exemple, des matinales sécurité. C'est-à-dire que, du coup, ils créent un jeu de loi et ils font du lien avec les compétences qu'ils ont pu aborder pour les retransmettre, du coup. Par exemple, sur les quarts d'heure prévention, exactement. C'est sympa, tu mets 15-20 minutes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le quart d'heure prévention, c'est aujourd'hui les managers dans les gros sites industriels, quand il y a des dangers sur les ateliers, ils doivent mettre en place des espèces de quarts d'heure qui permettent aux salariés de comprendre comment on se protège, comment on fait pour diminuer les accidents de travail, qu'est-ce qui est dangereux dans un atelier, etc., etc. Et ça, c'est devenu obligatoire en France parce qu'en France, on est très mauvais en prévention et on a beaucoup d'accidents de travail. Voilà. Alors qu'il y a des pays, comme ils font beaucoup de prévention, ils ont réduit vraiment leur accident de travail, ils en ont très peu. Donc, ça s'appelle le quart d'heure prévention. Voilà, si tu ne connais pas le site qui s'appelle Graphito, ils ont plein de jeux sur la prévention. Tu les connais? Ah oui, si, je connais, ouais. Ah ouais, c'est les références, effectivement. Ah ouais? Ah ouais. Je travaille pour eux. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le jeu de loi? Non? D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les jeux pédagogiques? À peu près 10 secondes. Non, visiblement. D'accord, c'était clair. Alors. Caroline dit, peux-tu redonner le nom du site, s'il te plaît? Du site? Oui. Caroline, tu peux préciser? Ah, Graphito, ok, pour la préve. Okay. Ah oui. Graphito. Oui, donc Graphito, je travaille avec eux parce qu'ils interviennent que sous forme d'activité ludique et c'est génial. Et les jeux, donc, soit vous pouvez les faire intervenir sous forme de formation, soit ils vendent des jeux tout prêts. Voilà, vous pouvez les appeler de ma part et de pouvoir trouver des jeux là-dessus. Sinon, les matrices vierges, je les trouve sur Google. Vous tapez matrice de jeux vierges, il y en a plein. N'oubliez pas, ce qu'il faut garder en tête,
comme récapitulatif sur la ludopédagogie, c'est que tous les jeux sont adaptables à tous les contenus théoriques dans tous les secteurs, qu'on peut travailler comme ça sur nos journées de formation 6 heures sur 7 et que vous allez voir, vous allez avoir une motivation, une participation et une satisfaction qui va exploser dans vos groupes. Très bien. Est-ce que tu as besoin encore excuse-moi, juste, Aurélia, est-ce que tu as encore besoin du PowerPoint ou on peut l'arrêter? Non, on peut l'arrêter. Comme ça, on va se voir, ça va être plus sympa. Est-ce que je peux poser une question? Oui. J'aurais voulu savoir s'il n'y avait pas quelquefois une réaction un petit peu réfractaire des stagiaires dans le sens où c'est peut-être trop infantilisant. Alors, quand il y a l'apport théorique à la fin, non. C'est vrai que quand il n'y a pas d'apport et qu'on reste que sur le jeu. Ouais. En fait, il y a un devoir pédagogique aussi. Excuse-moi, Aurélia, je vais rebondir sur cette question. Il y a aussi un devoir pédagogique du formateur en amont et expliquer principalement à quoi sert le jeu dans la formation et peut-être faire un rappel de l'histoire et de comment on fonctionne. Voilà, quelles sont nos méthodes qui nous ont permis l'apprentissage. Et le jeu fait partie de l'apprentissage. Les enfants jouent, les animaux jouent, et on devrait être encore des grands enfants pour pouvoir favoriser la mémorisation et l'apprentissage. Donc, le jeu fait partie intégrante de nos processus de développement et d'apprentissage, tout simplement. Et puis, pareil, moi, j'ai beaucoup voyagé. Et en fait, on se rend compte que c'est très occidental de ne pas jouer. Chez les Africains, ils jouent dans la rue. Chez les Asiatiques, ils jouent dans les gares, dans la rue. Dans beaucoup, beaucoup de cultures, les adultes jouent toute leur vie encore. Sur les terrasses de café, à Cuba, c'est pareil. Voilà, il n'y a que ici en Occident où on joue très peu, mais ailleurs, ça joue, quoi. Oui, mais parce que ça fait partie aussi de notre culture où à l'école, quand on est arrivé à 6 ans à l'école, on nous a mis derrière une table, assis, statique, parce que si on veut aller un tout petit peu plus loin, au-delà du jeu, on n'est pas fait pour rester statique et rester derrière une salle. On devrait aujourd'hui, dans nos formations, favoriser le mouvement. Et le mouvement permet aussi l'attention, la concentration et donc, il faudrait qu'on modifie nos méthodes pédagogiques. Est-ce qu'il permet de rebondir aussi sur ce que Olivier disait tout à l'heure concernant les formateurs et la pédagogie active? Moi, j'aimerais juste préciser qu'en finalité, aujourd'hui, on a, que ce soit des formateurs SPA ou d'autres formateurs, très souvent, les formateurs ont ils ont leur trame, en fait. Ils ont leur formation qui est déjà toute faite et ils sont en fait dans une zone de confort. Ils sont dans leur positionnement, ils savent que ça marche, donc il n'y a pas de nécessité en fait de modifier ce qui fonctionne bien. Et mettre en fait un jeu en place nécessite de prendre un tout petit peu de risque et donc de modifier ses comportements. Et donc pour ne pas prendre de risque, ils ne font pas et donc ils restent un peu dans leur schéma d'apprentissage. Et nous en fait, on doit s'autoriser, nous en tant que formateurs, à être imparfait et on doit s'autoriser à faire des jeux, à essayer, à tenter et à apprendre, puisque quand on est formateur, on n'a pas encore fini d'apprendre, on apprend tout le temps. Oui. Voilà. J'essaie d'animer des jeux qui ne dépassent pas 1 heure, 3/4 d'heure en général, 3/4 d'heure, 1 heure, et sur une journée type, je découpe ma journée comme ça. Donc, donc en général, je démarre à 9h, 9h, 10h30, j'ai 1h30. Donc, 10h30 midi, j'ai 1h30, 13h30, 15h, 1h30 et 16h, 17h30, j'ai 1h30. Donc, en fait, on fait 4 fois 1h30 dans une journée de formation. Dans l'heure 30, je fais une activité ludique de 3/4 d'heure, 1 heure pour introduire mon sujet. Et ensuite, je fais l'apport théorique sur 3/4 d'heure, 1 heure pour qu'ils puissent répondre aux questions. Et pour que je donne mon apport théorique, comme on disait tout à l'heure, soit vous leur faites récapituler à l'écrit, vous l'affichez, soit vous leur demandez une slide, un oral de 2-3 minutes. Et surtout, je leur distribue soit un document écrit, soit je leur fais lire. Mais voilà, je leur fais lire mon cours sur 3/4 d'heure, 1 heure. Et donc, ça fait une séance d'1h30.
On change de sujet, on fait pareil. Après, je donne une pause et on refait pareil de 11h à midi et demi. Une activité ludique, un apport théorique. Et 2 fois, pareil, l'après-midi. Et ça me fait mes 4 activités ludiques dans la journée. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Vous êtes sur des parcours longs ou vous êtes sur des parcours courts? Les deux. Quand j'interviens, moi, j'aime bien alterner. J'aime pas faire tout le temps la même chose. Et ce qui m'intéresse, c'est d'alterner. Sur les FPA, je fais de la formation de formateurs courte. La ludopédagogie, je la fais sur une journée. Formateur occasionnel, je le fais sur 2-3 jours. Prévention entreprise, c'est une journée aussi. Management, c'est une journée aussi. Mais par contre, sur les titres FPA, c'est des groupes que j'ai 6 mois. Donc, sur une journée, par exemple, sur une journée de prévention, on va dire sur une formation d'une journée de 7 heures, tu arrives à mettre combien de temps de jeu? Je mets en place 4 jeux d'1 heure. Donc, j'ai le même découpage. Le matin, je fais par exemple le Time's Up de la posture du manager, mon apport théorique sur la posture du manager. Après, on fait les différents risques en accident de travail de 11h à 12h30. Je fais mon cours, enfin mon apport théorique d'une demi-heure. Et pareil l'après-midi, j'interviens sur 2 thématiques, activité ludique, apport théorique. Ouais. Après, je rappelle juste que quand peu importe la formation que vous allez mettre en place, qu'elle dure 7 heures, 14 heures, l'important, c'est toujours de définir d'abord l'objectif pédagogique et il faut que l'outil que vous allez utiliser serve l'outil pédagogique et pas dans le sens inverse. Il ne faut pas faire du jeu pour faire du jeu. Il faut faire du jeu parce que le jeu sert l'objectif pédagogique. Voilà. C'est ça. Ça doit être un support. Oui. C'est mon vrai questionnement depuis tout à l'heure par rapport aux objectifs, entre autres sur le marché public. Donc, je suis en train de réfléchir. OK. Merci. Quand vous donnez un contenu théorique d'1 heure ou d'1 heure 30, c'est de ça qu'il faut s'extraire. C'est transformer sous forme de jeu ce que vous auriez expliqué pendant 1 heure. Et vous utilisez sous forme de questions ce que vous voulez leur faire dire. Il y a déjà des choses, mais pas de sens dans ce sens-là. Mais c'est pour faire améliorer le contenu et la technique. OK, merci. Donc, on peut se former sur ces activités ludiques, mais aussi, ce qui est super, moi j'adore, c'est m'être formé au jeu de rôle. La mise en place de jeux de rôle, là pareil, il y en a dans tous les secteurs. Les mises en situation d'animation. Les jeux avec des fils conducteurs, par exemple, j'ai travaillé avec une formatrice en commerce. Elle a des BTS école de commerce. En fait, en septembre, elle va leur faire créer une start-up. Et toute l'année, il y a un fil conducteur. On va leur faire des activités ludiques jusqu'à juin sur la création d'une start-up. Et là, elle injecte son cours théorique sur le commerce toutes les semaines, avec des activités ludiques différentes. Et donc, eux, ils ont un fil conducteur toute l'année. Ça, c'est ce que Freinet, en 1900 déjà, il appelait la pédagogie de projet. Et ça, de travailler comme ça, c'est juste génial. Parce que eux, quand ils arrivent en cours, ils savent ce qu'on va leur demander, ils savent ils ont le rôle dans lequel on leur demande de se projeter. Et c'est super. Voilà. Donc, moi, je respecte souvent mon timing. Il nous reste 5 minutes. Merci, merci Aurélia. Alors, juste encore parce que c'est vraiment important, le jeu, si vous avez un apprenant qui termine une journée en disant « chouette, super, la journée était géniale parce qu'on a bien joué », clairement, vous avez perdu votre objectif pédagogique, votre objectif de formation. Par contre, qu'un apprenant vous dise « super, j'ai bien appris à travers le jeu », c'est gagné. D'accord ? Donc, à la fin de la formation, c'est vraiment très important d'écouter ce que l'apprenant vous dit et peut-être le repositionner sur pourquoi on a fait du jeu. Voilà, et la question type, c'est qu'est-ce que tu as appris à travers ce jeu ? Oui. Que eux reformulent votre objectif d'apprentissage, en fait. Bon, Aurélia, okay, c'est super, merci. C'était vraiment très intéressant. Est-ce qu'Aurélia, puisque là, on a tu as donné 1 heure de ton temps, 1h30 de ton temps. Est-ce qu'on peut te trouver
quelque part? Est-ce que si un formateur veut aller plus loin, il fait quoi? Alors, oui, sur Facebook, vous pouvez m'envoyer un message privé, Aurélia Boisanté Formation, la reine de la méthode active, trop bien, merci. Donc, je fais des formations à la journée où je crée avec vous des jeux dans vos secteurs. En fait, là, c'est un extrait d'1h30, mais quand ça peut être fait en individuel. Là, je lance la tournée française des jeux. Donc, tous les mois, tous les 2 mois, je vais faire une ville différente et proposer cette formation en ludopédagogie et créer les jeux avec vous, donc les Time's Up, les jeux de loi. J'intégrerai les caches investigations, les jeux de piste pour qu'il y ait un fil conducteur sur les formations longues. J'ai un mail que je vais vous mettre dans le PowerPoint, aurelia.boisante@gmail.com. Bon, dans tous les cas, je vais leur envoyer le. Oui, le PowerPoint. Vous aurez aussi mon numéro de téléphone. Vous pouvez envoyer un texto. Voilà, je suis aussi sur LinkedIn, sur Facebook et sur YouTube. Si le replay, vous souhaitez voir le replay, il y a certains replays qui sont déjà sur YouTube. Voilà, la dernière chose très importante, et c'est ce que je veux vous demander maintenant. En une phrase, il faut faire évaluer vos activités ludiques. Surtout, surtout, surtout. Leur demander en une phrase qu'ils en ont pensé, qu'est-ce qu'ils pourraient enlever, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter, voilà. Mais à la fin de vos jeux, faites-les évaluer comme un contenu, comme n'importe quel contenu. Donc, dites-moi en une phrase, soit dans le chat, soit à l'oral, ce que vous avez pensé du webinaire. Très bien. Et puis, vous pouvez aller mettre des recommandations sur LinkedIn. Voilà, tant qu'à faire. Je dis ça comme ça, mais c'est toujours très intéressant de booster nos profils sur LinkedIn entre nous. Donc, n'hésitez pas. Merci Hichem pour l'opportunité, c'est top. Avec plaisir Aurélia, merci à toi. Je pense que c'est vraiment très important. Je rappelle, moi, ma philosophie, c'est l'intelligence collective. C'est de faire en sorte qu'on puisse partager les uns et les autres pour pouvoir monter en compétences et avancer beaucoup plus vite dans notre activité professionnelle. Et je n'ai pas envie de sortir de cet axe-là. Donc, quand on peut faire des choses comme ça, on le fait parce que tu apprends, j'apprends et tout le monde apprend. Et c'est toujours très intéressant. Voilà. Puis merci pour ton travail de nous permettre tous de nous connaître. Avec plaisir. Oui, vous pouvez partager sur les réseaux, effectivement. Et merci pour vos commentaires très positifs. Ok, écoute, très bien. Merci. Merci à toutes et à tous. Et puis, je vous dis à très vite. À très vite. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde, merci pour tout. À très vite, Caroline. À bientôt. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous. Bon, je suis contente parce qu'il y a eu un bon retour. Bon, une bonne dynamique, t'es contente? Ouais, je suis trop contente. Bon, super. Ça va, toi, t'en as pensé quoi du coup? Écoute, je vais te dire ça. Il y en a qui se déconnectent encore. Donc voilà. Mais sinon, il y en a qui veulent partager encore un peu de temps avec moi. Ils peuvent avec nous. Je vois qu'il y a Olivier qui reste. Il y a Caroline, il y a Marie-Laure, il y a Françoise. Si vous voulez mettre vos caméras et puis échanger avec Aurélia sur ce que vous pensez, vous pouvez le faire avec plaisir. Pour ma part, c'est top. J'aurais bien voulu t'avoir en formatrice, tu vois. Non, mais bon, je regrette rien. C'est aussi à nous à faire une veille. Moi, je gueule. La chambre de commerce, l'autre fois, j'ai pété un plomb, ils m'ont remboursé. Ouais. C'est... À un moment donné, voilà, faut leur dire quoi. 70, c'est fini. 60, Après, il faut se remettre en question aussi sur ce métier. Et les générations qui arrivent nous remettent en question, qui sont, voilà, d'avoir un mix des gens de 18, 19 ans avec des gens de 50, 55 ans. Nous sommes obligés de nous remettre en question, quoi. Et je pense que la pandémie, malgré qu'il y ait eu des morts, ça nous a fait du bien à certains de travailler en visio, même si ce n'est pas ce que j'apprécie le plus, mais de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Et de travailler différemment, quoi. Ouais, mais de garder la présentielle pour la pratique et oui. Ça, c'est sûr. Pour ma part, dans la vente, la posture, il me semble, elle est peut-être en mode, enfin, j'en passe, c'est les meilleurs pour les vendeurs.
je me tire les cheveux. Je leur dis, c'est pas possible. Il me semble un vendeur, il faut qu'il affirme, quoi. Tout à fait. Et est-ce qu'une question en amène une autre? Hichem, moi, j'aimerais bien faire un webinaire pour mes collègues parce que j'apprécie vraiment ce que tu fais, ce que tu as fait, Aurélia. Je sais qu'il y a plein de formateurs, ils ont du mal à négocier sur leur prix. Est-ce qu'il serait possible de faire un webinaire là-dessus pour vous aider? Enfin, je ne sais pas, toi, si c'est ton cas. Sur quel sujet, Olivier, tu voudrais à négocier, je dirais, ces formations. Quoi. Donc, tu dis, ma formation, c'est 300 €, 350 €, à part baisser. Moi, je me rappelle d'une copine qui est FPA, architecte, elle disait c'est 400, puis finalement, elle vendait à 200. Et je trouve qu'il y a plein de collègues qui n'ont pas les compétences que j'ai, ils en ont d'autres, certes, mais négocier son prix, c'est aussi… c'est dur, hein. Je ne sais pas si c'est dur. Enfin, moi, je ne dirais pas que je suis né comme ça, mais je pense que ça pourrait être intéressant. Moi, j'ai eu du mal. Hein. Tu sais, il m'a quand même fallu 4 formations pour arriver à prospecter. Oui, alors, les 3 premières étaient tellement théoriques. Prospecter, c'est tellement compliqué. J'ai des copains qui ont le bras long. C'est complexe. C'est hyper complexe. C'est difficile de prospecter. Déjà, il y a le réseau social qui s'appelle LinkedIn. Sur quoi j'ai connu Hichem, je te connais toi maintenant, mais c'est surtout négocier, de dire voilà, 350 €, moi c'est ma formation minimum, je dis un prix, voilà, je ne sais pas quels sont tes prix, et de ne pas baisser. Moi, je négocie plus en fait. D'accord, non mais tant mieux. Mais pour d'autres, ils sont contents, ils signent, ils ne sont pas contents, ils ne signent pas, mais je négocie plus. Parce qu'on ne peut pas négocier des compétences, quoi. Non, puis je donne assez de contenu gratuit pour… Non, mais c'est bien, mais tu as des gens qui ont moins de capacités, de compétences et qui n'osent pas. Et j'ai des copains, des connaissances, bac plus 5 ou l'autre bac plus 10 en FLE, 10 € de l'heure. Excuse-moi, moi, je ne bosse pas pour 10 €, quoi. Enfin, sans me prendre pour un autre, mais faut aussi, c'est du boulot, quoi, on fait. Ouais. Après, on a souvent cette conversation, elle revient tout le temps sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois, la réponse qu'on donne, c'est qu'on n'est pas payé de la même façon selon toutes les thématiques. Là, aujourd'hui, le numérique, c'est super bien payé parce qu'il y a très peu de gens qui sont formés. La prévention dans les entreprises, c'est moins bien payé parce qu'il y a beaucoup de formateurs sur ce sujet. Et en plus, c'est obligatoire. Et les entreprises sont moins bien financées. Donc, tu plafonnes à des 250 € par mois. Sauf que, ou par exemple sur des FPA. Et c'est pour ça que j'alterne, moi, les titres et les formations courtes. C'est parce qu'en entreprise, je vais monter à 800 € la journée sur une formation management. Et sur les FPA, quand j'ai du travail pendant 6 mois, je suis à 250. Sauf que j'en ai beaucoup. Ouais. Donc, oui, mais après, je pense que notre qualité de travail, moi, j'ai vu sur Lyon, j'avais un entretien qui me disait, bon, 25 € de l'heure, donc en tant que salarié, et j'ai une chance sur LinkedIn, j'ai pris le double, quoi. Le double en auto-entrepreneur. Le problème, c'est que ça prend du temps. Alors, bien sûr, j'ai dit faute de grève, je mange du merde, mais prendre 4 BTS au lieu d'un seul avec moins de route. C'est ça. Je pense qu'à un moment donné, on fait un moins bon travail, quoi. On le veuille ou non. C'est ça. On ne peut pas bosser à 35 heures sur notre métier. Surtout et maintenant, c'est pour ça que je ne prendrai pas 4 BTS en même temps, que c'est bien d'être sur de la formation ponctuelle à la journée parce que tu as moins de travail. Non, mais en fait, notre métier, c'est travailler sur du volume et la marge. Donc, le volume, c'est Greta et autres qui te font bosser sur 6 mois. Donc, tu es tranquille, tu as ton planning sur 6 mois. Et les entreprises ou les écoles privées qui nous payent un petit peu plus, quoi. Et ce qui est intéressant, je trouve, moi, c'est d'alterner ces publics. Ouais. Mais tout le monde n'a pas envie d'alterner ces publics. Tout le monde n'a pas envie de passer du BTS à l'école de commerce, à un OF. Enfin, je comprends, mais moi, c'est là où je trouve justement mon truc, et financièrement et en termes d'animation. C'est ce que je trouve intéressant, quoi. Alors, autant être salarié, tu bosses toujours pour le même OF et puis voilà, c'est ce que je faisais avant. Mais là, le fait d'être indépendante, c'est de pouvoir varier ses structures, justement.
Ouais. Après, je rebondis sur la partie commerce. Je pense qu'il y a quand même trois choses qui sont relativement importantes pour que le formateur puisse se faire acheter. Donc, aujourd'hui, on va plus parler de vendre, hein, puisque l'idée, c'est de faire acheter. Tu as parlé de Pascal Mollet, je le suis un peu et je suis pas toujours en accord avec sa façon dont il gère son Oui. mais ça fait partie, il fonctionne et il fonctionne bien. Il y a trois choses. La première, c'est l'authenticité relationnelle, hein. Il faut être authentique en tant qu'individu et moi, ça me fatigue là maintenant de voir les gens qui vous disent comment faire pour pouvoir vendre. Je pense qu'il faut déjà être soi. Et ça, c'est le plus important. Et peu importe comment tu vas gérer tes réseaux sociaux, la façon de ce que tu vas communiquer, parce qu'on va t'expliquer maintenant qu'est-ce que tu dois mettre comme publication pour attirer et faire acheter. Mais avant tout, il faut déjà qu'on te reconnaisse dans ce que tu es. Donc voilà, il faut que tu sois authentique. Après, il faut bien sûr que tu sois expert de ton domaine. Et l'expertise va être important. Et ce qui va permettre de faire acheter, c'est aussi l'émotion, hein. Il faut créer une émotion. Il faut que la personne ait envie d'acheter. Et là, tu peux mettre n'importe quel prix derrière. On achète Hichem pour son expertise et parce qu'il crée quelque chose chez moi que je trouve intéressant. Et beaucoup de formateurs, en fait, ils se positionnent sur le prix, ils se positionnent sur l'expertise, ils se positionnent sur des choses, mais que de façon d'un critère individualisé. Et ils viennent, malheureusement, pour certains, pour passer, ils vont casser les prix. Ils ont du mal à se positionner sur ce qu'ils font, leur expertise. Voilà. Et quand tu le disais, hein, je pense que tu as tout à fait raison, Olivier, hein. On peut plus, en fait, dans la formation professionnelle, travailler à 10 euros, à 10 euros. Chacun, enfin, je veux dire, c'est quand même c'est un long travail de devenir expert dans son domaine. Mais d'autant plus, pour rebondir sur tes propos, c'est les FLE. Et les FLE, vous connaissez tous ce public, il est difficile. Et à 10 balles de l'heure, du FLE, et c'est des gens qui ont du bac plus 5. Moi, j'ai qu'un niveau bac plus de FPA. Hein. Oui. Moi, c'est la formation où ça a été le plus difficile. J'avais 25 ans et j'ai été le plus mal payé. Et j'ai plus jamais revécu ça dans ma vie, hein. Mais je les remercie parce que c'est eux qui m'ont forcé à me former à la pédagogie active et à la ludopédagogie. C'est les décrocheurs scolaires et le français langue étrangère. Bon, excellent. Mais c'est vrai que c'est mal payé. Olivier, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour toi concrètement? Non, pas pour moi. Moi, c'est pour les autres, en fait. Pour les autres formateurs, mais tu sais quoi, tu as un groupe, tu as Non, je n'ai pas de groupe. Si, j'ai des groupes, j'ai ton Facebook et puis d'autres, mais d'échanger parce que j'ai des tas de collègues qui sont timorés, qui n'ont pas. Donc, tu voudrais échanger sur quoi? Sur quel sujet? Juste que comment se vendre, mais pas en prospection, négocier, dire voilà, une formation, moi j'ai des compétences. OK, moi c'est temps. Voilà. Olivier, je vais te trouver un webinaire sur ce sujet, d'accord? Okay. Voilà, avec un professionnel du sujet, et puis je organiserai un webinaire gratuit. Je diffuserai. En fait, tu m'as pas compris. C'est moi qui souhaiterais l'animer. Merci Olivier. Alors, oui, j'avais pas compris. C'est avec plaisir, Olivier. C'est avec plaisir. Tu me dis quand, à quel moment, quand tu veux. Ok. Moi, j'ai pas ton mail, mais tu es sur LinkedIn, je crois. Ouais. Viens me chercher sur LinkedIn. On échange en message. Moi, ce qu'il me faut, c'est juste une date, la thématique et un peu de contenu, et je diffuse ça. Oui, volontiers. C'est quelques bases, le B.A.-ba de la vente, quoi, le caps and casse, et puis voilà, quoi. Oui, le B.A.-ba de la vente, c'est sympa. Oui, hein. Ce que je fais quasi tous les jours, quoi. Ouais. Donc, je pense que ça pourrait intéresser des personnes. Des centaines de personnes, parce que le formateur est bon formateur, mais mauvais commercial, hein. Je sais pas, parce que pour vendre des idées, il faut être bon. Donc finalement… mais en tout cas, alors je vais reprendre, c'est selon leurs croyances. Ouais, c'est dans la tête, hein. Voilà, c'est dans la tête. Oui, mais d'ailleurs, pour rebondir, je ne sais pas toi si c'est le cas, Aurélia, mais moi, je sais que les vendeurs, les commerciaux, FPA, nous étions très, très, très mal vus. Parce qu'en fait, le formateur, il ne doit pas convaincre. C'est-à-dire que si je te dis 1515, tu es d'accord, mais Hichem, il n'est pas d'accord, il va me dire…
et c'est pour ça. Après, les commerciaux, les vendeurs, nous avons une facilité parce que vendre des idées, c'était notre ancien métier, sans forcer les personnes, mais on a une force de conviction que certains n'ont pas. Enfin, c'est mon avis, quoi. J'entends. Ben, écoute, ça serait intéressant de développer tout ça, Olivier. Bah oui, si on peut faire un webinaire. Contacte-moi sur, Oui. sur LinkedIn, on échange et puis on lance ça avec plaisir. Volontiers. Non, mais c'est aussi ça le métier de formateur, de transmettre. Et je remercie Aurélia et toi, Hichem, qui est l'investigateur. On parlait tout à l'heure de cash investigation. Mais c'est super intéressant. Voilà, c'est super intéressant. Et tout le monde est intéressant. Jean-Pascal Mollet, il y a des choses que je ne partage pas, mais c'est intéressant d'avoir des gens qui prennent en main, qui t'expliquent. Moi, j'ai retravaillé mon LinkedIn. Voilà, gratuitement, sans dire, comme tu dis, OK, je vous donne les clés, mais par contre, c'est une demi-heure. Après, on fait un webinaire à 20 balles la tête de pipe. Oui. Ouais, on est formateur, garçon, on n'est pas consultant à 1000 balles la journée. Voilà, bah, encore merci, Chem. Avec plaisir, Olivier. Puis content de pouvoir organiser tout ça avec toi. Aurélia, au top, tu as été très bien. Merci. C'était vraiment très chouette. Merci beaucoup. Envoie-moi juste le support et puis moi, je fais suivre à l'ensemble des personnes qui étaient présents et seulement les présents, puisque sur 27, on était 17. Voilà. Donc, je fais ça. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Merci, bon week-end à tous. Ciao. À bientôt, ciao. Salut Françoise.